Licenciements, chute des levées de fonds, après une année record, eh bien, on est là sur des montants les plus bas depuis 2020 en matière de levée de fonds en France. Comment la French Tech résiste-t-elle face à la crise? Dans quel état s'apprête-t-elle à passer l'été? On en parle avec mes deux experts aujourd'hui. Philippe Rodriguez, entrepreneur, expert tech, ex-président de Bitcoin France et actuel dirigeant d'Avolta, donc l'un des principaux conseillers technologiques européens en matière de fusion-acquisition et de levée de fonds. Avec vous, Philippe Pierre-Alexis de Vauplan, de partenaire de Ring Capital, donc un fonds de capital investissement qui est aussi spécialisé dans le financement des entreprises technologiques et numériques. Et je précise que vous êtes également l'auteur de Demain la souveraineté, sorti aux éditions Hermann en septembre 2022. Comment vous décririez la situation déjà, vous deux? Est-ce que vous diriez qu'elle est préoccupante, alarmante ou tout à fait normale? Philippe, peut-être, pour commencer. Normal, je crois pas. Donc, je vais exclure déjà ce mot. On est dans une situation qui est une situation difficile. Une situation difficile parce que, après ces années records que vous avez mentionnées, effectivement, 2021, 2022, qui sont très largement au-dessus du trend que l'on avait dans les années passées, et ben, en quelque sorte, la fête est finie. On revient en fait à un cycle de croissance qui ressemble beaucoup plus à celui qu'on a connu 2018, 2019, 2020. Alors justement, est-ce que c'est un retour à la normale? Vous dites non, pas vraiment? C'est une sorte de retour à la normale. Si on regarde en fait la croissance qui a eu lieu, bien que les valeurs 2019-2020 étaient probablement faibles. Donc c'est une décroissance importante. Le premier trimestre, c'est 66% de levée de fonds en valeur, de moins en décroissance par rapport au premier trimestre 2022. Donc c'est beaucoup. Les robinets sont réellement coupés en termes d'investissement vers les startups. Donc c'est une situation qui n'est pas qu'une situation française. La situation européenne est, on va dire, quasi la même. On a compté 11 milliards d'investissements pour le premier trimestre 2023, une année en Europe fait à peu près entre 70 et 90 milliards. Donc on voit en fait qu'il y a également une décroissance. Et c'est le cas également pour le monde, dans lequel en fait les chiffres du premier trimestre 2023 montrent qu'on est au niveau, vous l'aviez dit, à peu près un petit peu avant 2020, c'est-à-dire avant la pandémie. Alors il y a eu un petit retard, je dirais, dans l'électrochoc, c'est-à-dire que la France a peut-être été épargnée un peu plus longtemps que les autres pays. Mais alors, Pierre-Alexis, vous aussi, vous diriez que la situation est préoccupante ? Comme Philippe, je pense que c'est une année exceptionnelle, dans le premier sens du terme. Pour moi, l'image que j'aimerais donner, c'est qu'on est sorti de l'adolescence de la French Tech, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs années de croissance. En 2012, je rappelle, on faisait moins d'1 milliard d'investissements dans la French Tech, on en était à 15 milliards, un peu moins. L'année dernière, donc il y a eu une très forte croissance. Aujourd'hui, c'est le temps des questions. Beaucoup d'investisseurs, de dirigeants se posent des questions sur la durabilité financière des entreprises, donc la rentabilité, d'une part, et d'autre part, la durabilité environnementale et sociale des entreprises, avec la question de l'alignement par rapport aux enjeux climatiques notamment. Donc c'est une année exceptionnelle qui permet à tout l'écosystème de se poser des bonnes questions. Et je pense qu'en cela, c'est bénéfique. De prendre des virages stratégiques importants même. Je pense que pour les entreprises, il y a des virages importants qui sont pris. Se recentrer sur la rentabilité, c'est déjà un axe stratégique en soi, avec cibler, arrêter certains développements qui ont pu être faits. Ça, c'est une première chose. Et également... Alors, est-ce que c'est pas paradoxal quand on parle de se focaliser sur la rentabilité et en même temps de demander aux startups d'être dans l'hypercroissance ? L'hypercroissance ou le financement aussi d'une innovation. Certaines innovations, on sait qu'elles vont produire du revenu que dans quelques années. Oui. On accompagne les entreprises, par exemple, dans le domaine des nouvelles énergies, du nucléaire, de la biométhanisation. On sait très bien qu'elles ne vont pas faire de chiffre d'affaires pendant quelques années. Donc il va bien falloir les soutenir pendant quelques années, quoi qu'il arrive. Parle aussi d'entreprises qui ont la possibilité d'aller vers la rentabilité. Et évidemment, leurs investisseurs et les dirigeants poussent plutôt à ça. Oui. Qu'est-ce qui est le plus impactant aujourd'hui pour les startups dans cette crise ? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'inflation ? Est-ce que c'est les crises bancaires qui se sont succédées ? Qu'est-ce qui fait le plus de mal à notre French Tech ?
Moi, je ne crois pas que l'inflation, ait un impact direct sur les startups. Pas plus que finalement la faible croissance du PIB mondial, qui est attendu à revenir dans des valeurs que l'on a connues avant la pandémie, plutôt en 2024-2025. Et pour l'inflation, il va falloir plutôt attendre 2025, d'après ce que dit le FMI. Je ne crois pas en fait que c'est d'impact direct. Évidemment, les salaires constituent une partie importante des charges des startups. Néanmoins, je ne crois pas que ça soit si impactant pour elles. Je pense que c'est plutôt une dimension d'être capable de se refinancer qui crée en fait cette angoisse de devoir s'en renouer, sa capacité à avoir suffisamment d'argent suffisamment longtemps pour pouvoir décoller, s'éloigner, et qui nécessite en fait de prendre un certain nombre de décisions assez radicales. Soit revenir à la rentabilité, comme le mentionnait Pierre-Alexis, bien sûr, ce qui veut dire souvent couper des coûts, donc soit on coupe dans les salaires, donc ça donne les licenciements, soit on coupe dans le marketing et on diminue sa croissance. Qui sont deux solutions difficiles pour la plupart des entreprises et la plupart des startups, parce que c'est un peu se tirer une balle dans le pied en quelque sorte. On a besoin à la fois de croissance et on a besoin d'innovation avec des talents. Trouver des financements intermédiaires, c'est une autre solution. Donc, beaucoup de financements ont été créés, de la dette, des subventions pendant les années pandémiques, mais maintenant qui sont en train de diminuer, des financements par les investisseurs déjà présents au capital qui vont pouvoir bridger, comme on dit, en fait, ces entreprises pour leur laisser le temps de pouvoir se développer et de trouver de nouvelles sources de financement. Ou bien, troisième solution, s'adosser. Trouver en fait un partenaire stratégique qui a peut-être plus de moyens financiers et qui serait OK pour accompagner stratégiquement l'entreprise. La dernière solution, c'est la pire, c'est d'arrêter. Et évidemment, souvent en fait les entreprises arrêtent trop tard. On le dit souvent que peut-être la résilience, la persévérance des fondateurs font que peut-être ils arrêtent trop tard, ce qu'on connaît un peu moins d'ailleurs aux États-Unis. Mais en tous les cas, on commence à avoir un certain nombre de cas. Oui, vous avez assisté à beaucoup de casses, beaucoup de fermetures de start-up. Aujourd'hui, il y a des annonces qui ont été publiques. Il y a pas mal d'entreprises, start-up de l'écosystème, qui ont annoncé des restructurations, des licenciements. Ça, je pense que tout l'écosystème... D'ailleurs, oui, alors question intermédiaire, vous parlez de licenciements. Les licenciements importants du côté des GAFAM ont-ils un effet aussi sur notre French Tech ? Non, je ne pense pas qu'ils aient un effet. Ce qui est sûr, c'est que... toute cette dynamique-là a commencé aux États-Unis, elle se suit en France, avec, comme vous le disiez tout à l'heure, du retard. Je crois que le chiffre, c'était 150 000 licenciements dans la tech en 2022 mondial. Il y en a eu même 60 000 après en janvier dans la tech mondiale. La France a suivi parce que la France reste toujours dans la roue de Mais c'est quoi ? C'est du mimétisme ? Non, c'est que globalement, je pense que l'écosystème aujourd'hui, parce que c'est la fin de l'abondance financière, c'est la fin du quoi qu'il en coûte aussi pour la tech. Lorsqu'on n'a plus des niveaux de croissance qui sont très élevés, il faut songer à revenir à la rentabilité. Ouais. La croissance, quoi qu'il en coûte, je pense qu'elle est terminée. Pendant combien de temps, j'en sais rien. Mais cela implique de réorganiser la structure financière des entreprises. Au niveau des valorisations, est-ce qu'on avait aussi atteint peut-être un plus haut ? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? On en est à combien de licornes ? Combien on en aura selon vous d'ici la fin de l'année ? Est-ce que le rythme ralenti va continuer de ralentir ? Il y a deux questions dans votre question. Les valorisations ont baissé. Évidemment, lorsqu'on valorise une nouvelle entreprise aujourd'hui, on a tendance en fait effectivement à appliquer un discount assez fort. Si on prend le cas des multiples, des comparables entre le chiffre d'affaires et la valeur des entreprises, ils ont fortement baissé, parfois jusqu'à 50% dans certains secteurs. Donc une entreprise pouvait valoir 10, elle ne vaut plus que 5 aujourd'hui. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, sur le cas des licornes, tout dépend comment on fait le compte. Donc on est entre 26 et 32 selon que l'on compte en fait les entreprises qui ont été créées en France et qui sont parties aux US, celles qui sont rentrées en bourse, etc. Donc 32 pour les plus optimistes, 26 pour les plus pessimistes. C'est un très beau score. On n'est pas très loin en fait du score des Allemands, ce qui est plutôt une bonne chose, mais on est quand même le 6e mondial. Donc se posent ensuite deux questions. La première question qui est est-ce que parmi les 26 ou 32, toutes ont encore le statut de licorne, dû en fait à cette nouvelle valorisation des entreprises. Pour Avolta, on pense qu'il y a à peu près probablement 9-10 entreprises qui sont en dessous de cette valorisation marqueur de 1 milliard d'euros. C'est pas très très important, mais il faut le prendre en compte. Politiquement, ça compte.
Oui, puisque le président avait annoncé jusqu'à 100 licornes jusqu'à 2030. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites et c'est une sorte de plan de route pour le financement des entreprises. Aujourd'hui, Vous pensez qu'on peut l'atteindre encore cet objectif, Pierre-Alexis ? Alors moi justement, je trouve que la question initiale était la santé de l'écosystème French Tech. On a beaucoup parlé de levée, on en fait le principal indicateur depuis plusieurs années. Et je pense que ça doit changer. La santé globale d'un écosystème ne dépend pas que de levée de fonds, elle dépend de plusieurs choses. Ni du nombre de licornes, c'est ça que vous nous dites ? Ni du nombre de licornes, effectivement. C'est un indicateur parmi d'autres, il est important, mais ce n'est pas le principal. Il y a la question des sorties, puisque je rappelle que si les investisseurs ne retrouvent pas leur argent, ne rendent pas l'argent à leurs propres investisseurs, l'argent va se tarir à nouveau. Donc il y a la question des sorties, du nombre, de la valeur. Dans l'étude d'Avolta, vous vous rappelez qu'il y a à peu près 5 milliards d'euros en valeur de sortie en France, à comparer aux 15 milliards, on se rend compte qu'il y a un écart et pas forcément dans le bon sens encore. Donc je pense que oui, la course à la licorne a été une préoccupation de l'écosystème, probablement pendant son adolescence. Je pense que maintenant qu'on rentre à l'âge adulte, il faudra rajouter d'autres indicateurs, celui des sorties, probablement celui des rentabilités pour certaines entreprises. Voilà, donc je pense que la question des sorties des licornes, elle est importante, mais elle n'est pas peut-être l'alpha et l'oméga de la politique de la French Tech aujourd'hui. Mais ce sont d'ailleurs ces entreprises les plus matures dont vous parlez qui souffrent aujourd'hui le plus quand même de cette situation de crise. Oui, on a deux catégories. On a une catégorie de gens qui ont levé beaucoup d'argent et qui ont encore beaucoup d'argent en banque. Donc cela souffre un petit peu moins parce que même si leur valeur a diminué, elles ne sont pas prêtes en fait à faire de nouvelles opérations en capital. Donc le problème se pose assez peu pour elles. D'autres qui sont toujours déficitaires peuvent être amenés à vouloir lever du nouvel argent pour pouvoir se développer. Et là se posent quelques problèmes effectivement qu'on appelle des down rounds, qui est le fait que l'on doivent lever de l'argent à une valeur plus basse que le dernier tour, ce qui crée toute une complexité pour les investisseurs et pour les fondateurs. Parce qu'on parle du retrait des investisseurs étrangers dans notre French Tech. On l'a analysé à l'intérieur de notre étude, il n'est pas si net. Oui. Il est vrai, c'est juste. On constate en fait qu'on continue à avoir une présence, on va dire, normale en fait, des investisseurs étrangers. Qui sont les startups les plus à risque alors ? Les plus fortes, a priori, c'est-à-dire les plus importantes, les plus exposées, ou au contraire, les petites dont personne ne parle beaucoup Je réponds en disant celles qui sont les mieux positionnées aujourd'hui. Ça donnera peut-être... Non, celles qui sont les mieux positionnées, en fait, derrière cette baisse des montants, se masquent des dynamiques différentes. Il y a deux, on va dire... environnements qui fonctionnent bien, qui sont la deep tech. On a vu la levée de fonds de Pascal, 100 millions d'euros dans le quantique. On a vu Ledger qui a relevé 100 millions d'euros récemment. Et également tout ce qui est l'impact. Nous, je rappelle, Ring, on est un fonds d'investissement dans l'impact. On est un des acteurs de référence dans l'impact. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une dynamique qui est très forte sur ce sujet. Toutes les entreprises qui veulent s'aligner sur... les enjeux sociaux et climatiques, aujourd'hui, ont la faveur des investisseurs. Donc, je pense que ça fait partie, on ne va pas dire des gagnants, mais en tout cas de ceux qui résistent le mieux à la dynamique actuelle. Allez, je vais vous provoquer un petit peu. Si la French Tech allait de mal en pis, est-ce que ce serait grave pour l'économie française ? Oui, pour l'économie française, je pense que ce serait assez grave parce que c'est des moteurs d'innovation importantes, c'est des moteurs de souveraineté sur pas mal de sujets. Je le vois avec l'énergie, par exemple. Beaucoup des entreprises qui ont été financées dans le premier trimestre 2023 sont des entreprises qui appartiennent à ce sujet du développement durable sur lequel on pense évidemment à créer cette fameuse croissance verte ou cette industrie verte et beaucoup sont des précurseurs de ceci. Il y a eu le deal de Renaissance Fusion, par exemple, qui a été annoncé, que vous avez reçu ici sur ce plateau, et qui est fait par un investisseur américain sur un sujet qui est le sujet de la fusion et qui a priori, pourrait donner lieu à des nouvelles sources d'énergie à partir de 2030 jusqu'en 2040. Donc, ce sont des sujets qui sont des sujets importants à la fois économiques, mais surtout de souveraineté, de capacité à créer en fait cette transition écologique. Bon, alors comment est-ce qu'on peut les aider, nos startups de la French Tech, à prendre ce virage-là en pleine crise ? Qu'est-ce que vous leur conseillez ? D'arrêter de prendre comme seul indicateur la levée de fonds, comme indicateur de succès. Ça, je pense que c'est des choses qui sont en train de changer. La deuxième, c'est de penser à long terme. Long terme, c'est, ça oblige à un réalignement, encore une fois, des modèles économiques avec les enjeux socio-environnementaux. Donc pour moi, c'est les deux conseils que je donnerais. Voilà. Je sais pas si toi, Aller voir son banquier pour négocier ses créances. Non, je suis assez d'accord avec Pierre-Alexis. Je pense qu'il y a
Au-delà de la levée de fonds, je pense en fait qu'il faut... C'est très compliqué en fait pour remettre à zéro un peu les compteurs de la valorisation des entreprises. Donc il y a un temps de latence pour les entrepreneurs pour imaginer en fait que l'entreprise qui valait tant vaut peut-être la moitié aujourd'hui. Et ça prend du temps. C'est un temps qui est un temps un peu psychologique, qui nécessite une sorte de deuil, mais temporaire, qui permet précisément de pouvoir lever de l'argent dans des conditions qui sont des conditions de marché aujourd'hui. Et ce qui veut dire probablement lever un petit peu moins d'argent, c'est vrai, à des valorisations un petit peu plus basses. Donc de réfléchir beaucoup plus long terme, de mixer aujourd'hui des outils aussi de financement plus complexes que ce que nous faisions par le passé. Jusqu'à présent, une start-up se finançait en equity et puis ça lui suffisait très largement. Aujourd'hui, on rencontre de beaucoup plus d'entreprises qui cherchent en fait à faire des financements plus complexes, mélanger de l'equity, de la dette, de la mezzanine, des capacités à pouvoir construire des plans de financement plus long terme et évidemment plus complexe. Donc ça, c'est une des solutions. Et vous voyez cette fin d'année sous quel augure? Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont se tasser, qu'on va repartir à la hausse en termes de croissance pour nos startups? Moi, je pense que le marché de l'investissement dans les startups est très lié psychologiquement au sentiment du marasme économique dans lequel on est et des données de macroéconomie que nous avons. Donc, c'est pas directement lié par une sorte d'articulation qui ferait que parce qu'on a plus d'inflation ou parce qu'on a moins de croissance, alors les entreprises vont moins bien. Je pense que ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, le sentiment fait que des investisseurs se disent attendons de voir en fait la reprise de la croissance, la baisse de l'inflation. Ça veut dire qu'on va être encore plongé dans cette crise là au moins jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, ouais. C'est ma conviction. Alexis, c'est également votre sentiment? Moi, je suis toujours très mauvais en prédiction, mais en revanche, je suis plutôt optimiste. C'est-à-dire qu'on a déjà parlé à l'occasion du Covid, mais c'est à l'occasion de moments compliqués comme celui-là que les questions se posent et que des décisions importantes sont prises. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce moment-là. Nous on voit beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs qui se posent des bonnes questions. Il n'y a pas de raison que l'écosystème ne s'en tire pas vers le haut. Ce sujet de réalignement, il est réel, il est quotidien. Nous, par exemple, avec le nombre d'entreprises à mission a dépassé le nombre de 1000 l'année dernière. Donc je pense que nous, on est optimistes. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Probablement quelques mois encore. Voilà, mais je pense que c'est juste la fin d'un cycle, quoi. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont plus que jamais besoin de votre accompagnement. Merci beaucoup. Donc Philippe Rodriguez d'Avolta et Pierre-Alexis Vauplane de Ring Capital. On marque une petite pause et on se retrouve juste après pour parler de biomimétisme.